Vous écoutez Duo de Plume. Un livre, ça peut tout changer parce que ça crée du lien et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau. Par moments, il est très lent. Par moments, il va très fort. Tous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards. Bonjour et bienvenue sur le podcast littéraire Duo de Plume. Je suis Cyril. Et je suis Catherine. Salut Catherine, aujourd'hui on a prévu de parler de nos process d'écriture. Donc qu'est-ce que tu entends par là, process d'écriture ? Alors j'entends par là tout ce qui correspond à la phase avant l'écriture proprement dite, la préparation de l'histoire, des personnages, des enjeux, de tout ce qu'on veut mettre dans l'histoire. Est-ce qu'on a des messages à faire passer, des causes à défendre, ou quel est finalement le but de l'histoire, ce qui peut être une bonne manière de lui donner un axe, et tout ce qui se passe avant, parce que ni toi ni moi ne faisons partie des auteurs qui se disent tiens, ma première phrase ce sera il a fait beau ce matin, et je déroule avec la page blanche et j'y vais en mode jardinier. Et nous on est plutôt des architectes, je pense, toi comme moi. Oui. Donc ça veut dire que tu sors de ton process tout ce qui est de l'ordre de la collecte d'idées, l'idéation, tout ça. Ton process d'écriture, il commence à partir du moment où tu as déjà les idées et puis que tu veux attaquer la structure justement de ton récit. Bon, après, tu sais, c'est la question de mais madame, où est-ce que tu trouves tes idées ? Oui, mais ça, on l'a déjà traité dans un épisode du podcast. Oui. Donc, nous vous invitons à aller écouter l'épisode du podcast correspondant. Absolument. Mais du coup, ça ne fait pas pour toi partie du processus d'écriture ? Alors, mais j'aurais presque envie de te dire non, dans le sens où... bon, après, tout se discute, mais finalement, quand je pars vraiment dans mon processus de construction de l'histoire, par définition, c'est que je sais ce que je vais raconter. Donc, j'ai déjà les idées, ou en tout cas les idées principales. J'ai plus besoin de les chercher parce qu'elles sont là. En fait, moi, la manière dont ça fonctionne, tu vois, en ce moment, je réfléchis à une histoire. Elle est vraiment au stade embryonnaire, c'est-à-dire que j'ai les grandes idées. Ça aura quelque chose à voir avec la tempête à la Chaux-de-Fonds, qu'il y a eu il y a quelques mois. Ça aura quelque chose à voir, une idée découlant de l'autre, avec le dérèglement climatique, et ça aura peut-être un petit peu à voir avec l'urbex, l'exploration urbaine, renforcée par le fait que j'ai rencontré 2 urbexeurs super sympas, Silent Explorers, que je salue, je suis fan, et ça m'a donné un petit peu d'autres pistes que je vais creuser auprès d'eux. Donc les idées, je les ai, j'ai pas encore commencé à vraiment élaborer autre chose. Donc je considère que je ne suis pas encore dans le process d'écriture. Donc si tu rentres dans ton process d'écriture, si on prend cet exemple, parce que comme tu ne l'as pas fait, ça va être intéressant de dérouler, tu vas faire quoi ? Tu vas créer des fiches pour des personnages, tu vas rechercher d'abord une thématique, qu'est-ce que je veux passer comme idée, ou bien t'es d'emblée sur la structure, il va se passer ça, après il va se passer ça, et je veux qu'il en arrive là, et ma fin c'est ça. Alors moi je fais pas de fiches personnages, j'en ai jamais fait, j'en fais pas, elles sont dans ma tête, les personnages ils vivent en moi, donc j'ai jamais eu besoin
poser les choses par écrit. Sinon, pour des détails bassement physiques, je dirais, pour pas oublier que Tartampion, il a les yeux bleus et Machine, elle a les yeux marrons. Et puis leur date de naissance. Enfin, Donc tu as 2-3 notes sur tes persos, mais t'as pas un truc super détaillé, Gémeaux, ascendant, Capricorne, machin, etc. Pas du tout. Et la grand-mère, elle était boulangère à Martigny-les-Oies. Parce qu'on voit beaucoup ces conseils-là de développer tellement ces personnages. Mais après, je crois que c'est pas un mauvais conseil. Après, je crois que les conseils, il faut savoir les adapter à sa propre écriture et sa propre manière de faire. Alors justement, ça aussi, ça fait partie du process. Moi, les fiches personnages, j'en ai jamais fait et je m'en suis bien sortie comme ça, donc j'en fais pas. T'en fais, toi ? Pas au sens que je viens de décrire, c'est-à-dire complètement développé, etc. J'ai des fiches personnages au sens où j'essaie d'avoir leur arc narratif complet avant la fin de mon histoire. Tu veux dire leur arc narratif, pas antérieur, leur arc narratif, de savoir ce qui va leur arriver pendant... parce que ça, tu considères pas que tu es déjà dans l'intrigue ? Non. D'accord. L'intrigue, elle a son arc narratif à elle. Oui. Mais du coup, ça se confond par moments. Oui. Très souvent, l'intrigue sert à faire évoluer le personnage. Mais ce qui intéresse le lecteur, c'est l'évolution du personnage. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse moi. Oui, alors absolument. Donc, alors après, ça veut dire que tu fais plusieurs fichiers. Tu fais, enfin, en pratique, parce que c'est un épisode consacré très au concret. process, Ouais. donc voilà, très concret. Ça veut dire que tu as un fichier Jean-Eudes, un fichier Henriette. Non mais moi, je suis forte pour les titres et pour les prénoms. Petit kudo pour le prénom Jean-Eudes. Je crois que je vais m'en resservir quelque part. Oui, mais Jean-Eudes, c'est quand même... voilà, il y a plein d'émotions sur Jean-Eudes à titre personnel, mais je vous en parlerai un jour. J'ai pas vraiment une fiche... Alors, bon, déjà, donc on parle de fiche personnage, en tout cas, c'était la question. Et il va y avoir l'arc narratif, le nom, à peu près l'âge et à quoi il ressemble. Mais dans le à quoi il ressemble et l'âge, moi, je caste mes personnages. Je suis très visuel et très souvent... je fais un casting et j'ai très vite la photo de mon perso qui rejoint sa fiche, entre guillemets. D'accord, tu vas chercher sur Internet, tu demandes à une intelligence artificielle pour faire référence à un autre épisode du podcast. C'est une possibilité, oui. Ouais, d'accord. Mais c'est souvent des acteurs ou ou même des photos que je trouve et qui vont m'inspirer. J'ai une collection de photos comme ça qui m'ont inspiré à un moment et puis je vais voir dedans de temps en temps. Et parfois ça me colle avec un personnage que je veux développer. Ok. Et ça me permet de garder une certaine cohérence tout au long du livre. L'arc narratif du personnage, pour moi, c'est comment il va évoluer. C'est Luke Skywalker qui passe d'apprenti fermier à maître Jedi. Et qui passe de comment je fais pour avoir la récolte suivante à comment je fais pour sauver l'univers. C'est ambitieux. C'est résumé, c'est ambitieux, mais tu vois qu'on change de catégorie et d'objectif, j'allais dire. Donc il y a ça. Alors c'est rigolo parce que finalement, en t'écoutant, je comprends tout à coup pourquoi je le fais pas. C'est parce que, en dépit du fait que j'ai dit que j'étais architecte, pour ça, je dois être davantage jardinière. C'est-à-dire que je suis architecte dans ma construction de l'intrigue, qui est assez précise et où je sais où je vais, mais je laisse une certaine latitude aux personnages qui évoluent dans mon décor. Et mais j'ai pas dit que... en phase d'écriture. Mais ce que je veux dire, c'est que leur évolution, je la connais pas toujours à l'avance et l'expérience a prouvé que quand je réfléchis, à part peut-être le personnage tout principal, mais quand j'essaye de réfléchir de manière assez précise à leur trajectoire, une fois que le livre est écrit, généralement ils n'ont pas pris le chemin que j'envisageais pour eux. Alors oui, mais je te rassure, j'écris pas dans le marbre non plus. C'est des fiches qui vont évoluer au fur et à mesure de... Souvent d'ailleurs... Donc, j'écris dans deux principaux domaines. Ça va être le policier thriller et la science-fiction. Et c'est deux domaines où j'ai besoin de connaître la fin.
Oui, alors ça, je te rejoins moi Par aussi. contre, le chemin qu'on prend pour y arriver, parfois, il n'est pas le même que celui que j'avais imaginé au début. En tout cas, pour la science-fiction. Un peu moins pour le policier, où j'ai tendance à vraiment être détaillé dans ma structure. Mais je crois que c'est nécessaire pour le policier. Si tu veux que ça fonctionne. Enfin, Oui, moi, je suis vite exactement. déçu quand je lis un policier et que je vois où il va en venir. Donc, Je suis d'accord. j'essaie de pas le fait faire. l'intérêt du genre, c'est quand même les fausses pistes, les indices. Et si tu les as pas prévus à l'avance, ça me paraît difficile. Ouais. Après, on peut en découvrir au fur et à mesure de l'écriture, mais la question, c'est est-ce que je les rattache au récit ou pas. Souvent, je les écris, et puis ils sont dans mon répertoire de chapitres oubliés ou pas utilisés. Après, la difficulté, c'est de savoir si tu peux les rattacher de manière naturelle ou si ça ressemble vraiment à une rustine ou que ça t'oblige à réécrire. Si tout d'un coup, tu as l'idée lumineuse au chapitre 22 et que tu dois tout modifier les 21 chapitres précédents pour en arriver à placer ton idée lumineuse, peut-être qu'il ne faut pas le faire. Si tu veux pas écrire ton roman pendant 8 ans. Donc voilà, les fiches perso, ça se limite à ça. Après, j'ai pas écrit de série longue. J'imagine que quand tu as 18 tomes dans un univers, tu as intérêt à avoir une bible, comme les scénaristes font, une bible des personnages, une bible Alors des lieux. Oui, tu vois, je pense parce que tu oublies. Voilà. Ouais. Donc très vite, ça peut faire du sens quand même de créer ça. Oui, c'est vrai. Et puis, mais même sur un one shot un petit peu, quand on est t'as pas sur besoin des que ça soit autant détaillé. Tout dépend dans quel genre t'écris. Je pense que. Alors, si on est sur du fantasy, il faut quand même un système magique qui fonctionne. Oui. Avec une cohérence, donc il vaut mieux que tu aies des références par rapport à ça. Ça, je le conçois tout à fait. Si tu es dans de la hard science-fiction, c'est facile parce que c'est de la science, la base du truc. De la science-fiction un peu moins près de la science, mais qui reste de la science-fiction, il y a certains faits établis, je sais pas, on voyage plus vite que la lumière, ou on utilise des trous de verre, mais après, il faut les utiliser toujours de la même façon. Donc, quelque part, il faut quand même que tu aies ces éléments de référence. C'est les règles de ton univers. Et tu dois être cohérent dans ton univers, même si c'est toi qui l'as créé, finalement. Ouais. Donc, si on revient sur le process d'écriture, tu crées ça avant toute chose. L'intrigue, tu veux dire? Non, le monde, enfin les références. On parlait de fiches perso, on parlait de... Les fiches perso, donc pas. Après, le monde... alors moi, j'écris pas de science-fiction et j'écris pas... la fantaisie que j'écris n'est pas de la... tu sais, les genres et les sous-genres. Bon, alors, de la high fantasy ou je sais pas, j'écris pas de la fantasy qui se passe tout à fait dans un autre monde avec des systèmes économiques, religieux, politiques, de langage, etc., qui sont différents d'une autre. On sort d'une discussion où ce que tu es en train de développer, ça a quand même l'air de... Enfin, tu vas avoir besoin de décrire un monde, donc... Oui, mais... Oui, c'est vrai. Mais alors, c'est drôle. Oui, tu as raison. Tu fais référence à ma prochaine série fantastique après Emma Paddington, dont on a parlé en off. Et je n'en parlerai qu'en off pour l'instant. Spoiler. Attention, restez connectés. Où effectivement, il y a un univers... mais j'ai un peu l'impression que dans la phase d'amont, où je réfléchis sur mon histoire, je m'approprie... tellement les choses et je les génère pendant un certain temps que j'ai pas forcément tant besoin que ça de les coucher sur papier dans le détail. Et finalement, ma Bible, c'est aussi la description initiale à laquelle je peux me reporter le cas échéant. Mais parce que j'écris pas non plus, alors ça on en parlait aussi tout à l'heure, j'écris pas non plus des tomes de 1000 pages. Donc j'ai quand même à peu près en tête les choses. Et comme toi, je suis très visuelle. Donc finalement, à partir du moment où j'ai imaginé mon univers, je suis allée me promener dedans. Je sais à quoi il ressemble en tout cas. Alors oui, je vais prendre des petites notes pour me poser certains repères pour pas oublier certains points, que ce soit les noms des personnages, des dignitaires, des questions de date, des cohérences dans les dates. Mais
pas dans un détail extraordinaire. En revanche, là où je prépare finalement le plus, c'est sur l'intrigue elle-même. C'est sur qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce qui se passe. Et là, je fais un plan détaillé. En écrivant ce plan détaillé qui fait généralement, on va dire, au final, ça fait une dizaine de pages Word, où je me raconte l'histoire à moi-même. Et en me la racontant, j'arrive à voir si, en tout cas dans les grandes lignes, s'il y a des incohérences, s'il y a des choses qui manquent, s'il y a des questions de rythme qui convient pas parce que pendant 3 chapitres, ils discutent et il se passe rien. Enfin, tu vois. Donc tu parles d'un synopsis d'une dizaine de pages pour un roman de 400 pages. Oui, ou même pour moins, parce que sur mes romans, moi, à part J'essaie La de voir un peu le niveau de détail que tu mets dans ton Dormeuse, synopsis. Mais ça dépend vraiment des romans. Ah, on y vient. Oui, on y Ouais. vient. Ça dépend des romans. Il y a des romans que je détaille beaucoup plus que d'autres. Donc quelque part, ton process, il change en fonction de ce que tu vas écrire. Si c'est une série, si c'est un one-shot, si c'est un roman fantastique, si c'est un policier, tu n'as pas tout à fait le même processus d'écriture. Tout à fait. D'autant que si c'est une série, on consacrera aussi un épisode à la question. Mais en plus, si c'est une série, tu dois avoir une double intrigue. Enfin, si tu es dans une série évolutive, parce que tu as encore 2 sortes de séries. Tu as les séries où tu as un personnage récurrent, mais où chaque épisode est finalement indépendant du suivant et du précédent. Starsky et Hutch. Par exemple. Donc tu n'as et pas... là, on voit notre âge. C'est ça, ou Agatha Raisin, ou voilà, des personnages comme ça récurrents, ou dans le polar, où il y a quand même une petite évolution des personnages, Lente. mais on peut les lire dans le désordre et ça pose pas de problème. Et à ce moment-là, tu n'as pas nécessairement besoin de construire une intrigue qui est l'intrigue de la saga. Tu as juste besoin de construire par épisode. Et après, moi, la seule série que j'ai faite pour l'instant, c'est Ma Paddington. Et Ma Paddington, tu peux pas le lire dans le désordre parce qu'il y a vraiment une progression d'un tome à l'autre avec une évolution qui se fait. Que tu as prévu. Bien sûr. Donc en fait, là, ton synopsis d'une dizaine de pages, c'est sur l'ensemble des 5 tomes d'Emma, par exemple. Je vais avoir un synopsis d'une dizaine de pages qui va être sur l'ensemble des 5 tomes, mais qui va être effectivement, dans le tome 1, il se passe ça, grossièrement. Dans le tome 2, il se passe ça, grossièrement. Et qui va effectivement davantage s'attacher à l'évolution de l'intrigue et aux enjeux tome par tome et aux gros rebondissements, si un héros meurt, admettons, ou s'il y a vraiment un personnage qui se révèle gentil alors qu'il était méchant, ou inversement, enfin les moments clés. Et puis après, j'ai une intrigue par tome, mais c'est la manière dont j'ai construit la série, où chaque tome se suffit à lui-même, en tout cas pour les premiers, même si après il y a une continuité qui va être de plus en plus importante. À partir du 3e tome, il y a une sorte de continuité dans l'histoire. Mais on a quand même des enjeux à chaque tome qui, à la fin du tome, se terminent. Donc on a aussi un plan et qui là va être détaillé chapitre par chapitre. Pas scène par scène, mais chapitre par chapitre. Et pour te dire le niveau de détail, ça va varier, mais je pense que j'ai créé 10-15 lignes par chapitre pour détailler ce qui se passe dedans. Ce processus pré-écriture, il te dure combien de temps en général ? Alors, pas longtemps, parce que j'écris vite, mais l'écriture du synopsis, etc. Une demi-journée. Mais une demi-journée pour écrire le chapitrage détaillé une fois que les choses sont claires dans ma tête. Donc, comme je disais, moi, c'est clairement pas possible d'avoir l'idée à 8h le matin et d'avoir fini à midi avec le synopsis détaillé, on est d'accord. Donc c'est quelque chose qui mature en fait dans ta tête pendant longtemps. C'est pour ça que ce dont je te parlais tout à l'heure, l'histoire de la tempête et du climat et du machin, si tu veux, moi j'ai en permanence des fenêtres ouvertes sur mon ordinateur et dans ma tête aussi. Donc ça, il y a une fenêtre qui est ouverte à l'arrière-plan et qui mouline, et je laisse mouliner et ça affleure pas. On est dans l'ésotérisme sur cet épisode. Ça affleure pas vraiment à ma conscience, ou ça affleure de temps en temps, où je me dis ah tiens, vite fait, voilà, je vois ton chat, je me dis ah bah tiens, il pourrait y avoir un chat qui a été emporté par la tornade, ou j'en sais rien, et puis ça retombe
en dessous de tout ce à quoi j'ai à penser, mais je sais que ça mûrit. Puis le jour où ça va, d'une part, être mûr, et d'autre part, être le moment, parce que là, pour l'instant, c'est surtout pas le moment. Donc, il y a ça aussi. Je sais que je n'ai pas le temps, que j'ai d'autres choses à écrire, donc je me branche pas dessus. Mais ça évolue. Moi, tu sais, je fonctionne aussi beaucoup à la magie. Donc, à la magie, au truc que je comprends pas, mais quand ça vient, ça vient. Toi, tu es beaucoup plus cartésien. Je m'ouvre l'esprit de plus en plus. Donc ça veut dire que tu as plusieurs projets en tête, en fenêtre ouverte, Oui, tout le temps. tout le temps. Ouais. Ouais, tout le temps. Et voire même en fonction de mon ordre de priorité change tout le temps. Mais il change aussi parce que j'ai des facteurs extérieurs, parce que j'ai aussi des projets qui sont en maison d'édition. Là, j'ai par exemple, tu vois, typiquement, je suis en train d'écrire le premier tome de la prochaine série fantastique. J'ai un livre dans un tout autre genre d'une réécriture de classique que j'ai prévu d'écrire après. Mais il va falloir que j'interrompe tout ça pour des corrections sur mon roman noir. Et il est possible que j'ai une commande d'un tome 2 pour du jeunesse qui vienne s'intercaler. Et qui, si ça vient s'intercaler, ça s'intercalera certainement dans les premiers mois de 2024. Donc il faudra que je suspende pour écrire ça. Et comme c'est une commande et qu'on est sur des dates de publication qui sont déjà posées par la maison d'édition, bon, c'est du jeunesse, ça va vite, mais quand même, il faudra que je l'intercale. Donc après ça, c'est moi qui l'ai choisi en étant hybride, en ayant mes projets personnels, des projets dans plusieurs maisons d'édition et des textes à venir qui sont déjà signés, commandés, mais pas forcément écrits, en fait. J'aime vivre dangereusement. Et toi? Parce que je parle beaucoup, mais à ton tour. Mon processus est un peu similaire et il varie en fonction, non seulement il varie en fonction des genres, mais aussi dans le temps. C'est-à-dire que probablement que j'écris pas de la même manière maintenant que mes premiers textes. Mais Et lié à quoi, à ton avis? Parce que c'est de l'artisanat et on peaufine notre art petit à petit et puis on découvre des nouvelles choses et des nouvelles façons de faire. Et puis on se découvre soi-même en écrivant. Oui. Et du coup, et puis on essaye des choses, et puis ça fonctionne pas, ou ça fonctionne très bien, et on garde, etc. Et je fais un tri laborieux. Il y a de la technique, il y a vraiment beaucoup de technique. Il y a beaucoup de technique, mais justement, arriver à connaître un peu ces techniques pour après faire des choix, et puis revenir sur l'art. Bien sûr. C'est prétentieux, mais revenir sur l'artisanat plutôt, le goût de faire les bonnes choses. Donc ça évolue beaucoup. Maintenant, je vois clairement deux tendances se dessiner. C'est le côté policier, où je vais vraiment avoir besoin d'avoir tout un arc narratif décrit, en plus de l'intrigue elle-même de ce qui se passe, qui maintenant m'intéresse moins. Les premiers temps, j'écrivais vraiment que pour ça, c'est-à-dire me faire plaisir il se passe telle scène, après on découvre ça, puis finalement c'est lui qui a tué, machin. Bon. Alors attends, je te coupe. Explique-moi pour toi la différence entre l'arc narratif et l'intrigue. C'est quoi exactement, pour que je sois bien sûr de comprendre? Peut-être que je m'exprime mal. L'intrigue, c'est la suite des événements qui vont se passer. D'accord. Qui amène il y a un meurtre, on découvre qui l'a tué. Et l'arc narratif, c'est l'évolution des personnages. Alors c'est très vaste comme domaine, ça va de... J'ai une certaine vision du monde et à la fin de toute cette aventure, ma vision est complètement différente. Je suis un gros introverti, j'aime pas les gens et à la fin, je me rends compte que il y a certaines parties des gens qui valent le coup d'être rencontrés. Enfin, tu vois, il y a tout un panel. Donc cette évolution de personnes, qui est une évolution humaine, c'est ce qui est le plus intéressant. Et l'intrigue me sert à faire évoluer mes personnages de ce point de vue-là. Oui, alors voilà, il me semble,
dans mon esprit et dans mon process, il me semble que les deux sont intriqués. Mais après, c'est intéressant de Alors, distinguer les deux. pourquoi je les distingue? Principalement parce que je suis influencé par les lectures que j'ai faites sur la structure narrative, souvent des lectures anglo-saxonnes. Dont tu Et qui nous as- ouais, j'ai une petite pile là. voilà, on a une petite pile sur la table. Tu nous parles un petit peu Mais, de tous ces livres. et quelque part, ça te pousse un petit peu à intellectualiser ce processus parce que finalement, c'est presque mécanique au service de l'histoire que tu racontes, de l'évolution des personnages et de la satisfaction du lecteur finalement à la fin. Mais justement, alors moi, c'est pour ça, mais tu vas nous parler de ces livres, mais finalement, je crois que tu touches un petit peu à la raison pour laquelle je ne les ai pas lus, alors que ce sont notamment l'anatomie du scénario de John Truby qui est là sous mes yeux, dont j'ai entendu maintes fois parler parce que c'est un petit peu la Bible là aussi de beaucoup d'auteurs. Et peut-être que plus ou moins consciemment, j'ai peur que ça m'enferme dans un processus trop restrictif avec ce côté des règles. Tu t'écris un polar, tu dois respecter telle chose, telle chose, telle chose. Et à contrario, quand j'écoute des podcasts qui font référence ou des émissions qui font référence à ces livres qui sont des must-have, je pense pour les auteurs, je me dis, j'ai l'impression qu'intuitivement, c'est à peu près ce que je fais en général. Mais tu as répondu à ta propre ouais, problématique. j'aime bien m'écouter. Répondre à c'est pas ce que je voulais dire. Reprends la parole. Non, mais tu dis pourquoi je les lis pas, j'ai peur que ça m'enferme. Ah oui, mais je pense. Mais au final, ce que j'écris, ça correspond à ce qu'ils disent. Ouais. Bah, tu as la réponse, c'est exactement ça. C'est poser des mots sur ce que tu fais intuitivement et poser des mots sur pourquoi l'histoire que j'ai écrite sur Emma, ça fonctionne, pourquoi les lecteurs l'aiment, etc. Mm-hmm. Et il y a des raisons qui sont bien explorées d'un point de vue théorique. C'est la théorie de la narration et de la création d'histoire. Parce qu'on reproduit ça depuis la nuit des temps et que c'est ce qui nous distingue, nous humains, des autres races et qui font fait de nous ce que nous sommes, c'est que nous racontons des histoires d'un point de vue très global. Et la structure de ces histoires, elle est à peu près toujours la même et ça rejoint ce qu'écrit John Truby ou Vogler, pardon. C'est le parcours du héros, qui est toujours le même, depuis l'Iliade jusqu'à Luke Skywalker, jusqu'à Star Wars. L'idée de ces bouquins, c'est pas de dire il faut absolument écrire comme ça, mais de se dire si j'ai une histoire bancale à un moment, je sens quand j'ai écrit qu'il manque un truc, etc. Ça peut m'aider à trouver le pourquoi. Mais oui, j'ai oublié qu'il devrait, en théorie, passer par cette phase-là, et ça te permet de comprendre ces choses-là. Oui, c'est vraiment dans ce sens-là, c'est pas du tout dans le sens, ok, alors point A, je dois écrire ça, point B, alors après il doit faire ça, etc. Effectivement, moi ça m'enfermerait trop. Parce qu'il y a des conseils comme ça, enfin je veux dire des méthodes, des méthodes pour devenir écrivain qui me semblent effectivement oui, mais très enfermantes. Tu as fait le collège comme moi. On t'a appris à faire une introduction, un corps de texte et une conclusion. C'est pas pour ça que tu t'en éloignes pas dans tout ce que tu écris. Mais en fait, au départ, dans tes fictions, tu as une introduction de tes personnages, de ton setup. Tu as un développement de l'histoire, qui est le corps de ton histoire, et tu as une conclusion. Oui, puis des rebondissements. Et puis tu agrandis ça, et tu as tes 3 actes. Et puis tu commences à avoir une structure narrative qui correspond au théâtre. Et puis après, tu peux rajouter d'autres choses. Donc en fait, c'est qu'une façon de voir l'histoire et de comprendre pourquoi ça marche, pourquoi on aime lire cette histoire. Parce que ça correspond à des attentes. Et les attentes, elles sont là chez les lecteurs parce qu'on se raconte des histoires depuis la nuit des temps. Tout le monde est en fait un expert en histoire, puisqu'on ne fait que de s'en raconter depuis qu'on est enfant jusqu'à maintenant. Et tout peut être vu de ce point de vue-là. Donc ces livres, ils sont là pour mettre des mots dessus et t'aider quelque part à rentrer de manière souple dans ces développements narratifs. Tu nous les présentes rapidement pour nos auditeurs et les personnes qui nous regardent sur YouTube. Ouais, j'ai essayé de pas trop en sortir en anglais, j'en ai qu'un, mais je suppose qu'il a été traduit, je sais pas. Christopher Vogler qui a écrit The Writer's Journey, donc
Ouais, le voyage du héros, de l'écrivain, pardon. Oui, mais qu'on traduit par le Ouais. voyage du héros et qui est basé sur ces thématiques-là Mhm. et qui décrit différentes catégories de personnages qu'on pourrait rencontrer. Tu vas avoir le mentor, tu vas avoir le Oui. changelant, tu vas avoir voilà, et qui est très intéressant de ce point de vue-là et qui est la base de tous ces autres récits en fait. Et qui est valable pour tous les genres, contrairement à ce qu'on pourrait Et on peut croire. l'appliquer à tous les genres, Ouais, je effectivement. pense. D'ailleurs, il le démontre facilement. Oui. Moi, ce qui m'a mis le pied à l'étrier, c'était une rencontre avec un scénariste et un professeur de scénario qui s'appelle Jean-Marie Roth. Ah oui, tu en avais parlé. Tu en as parlé déjà. J'en parle même dans ma bio parce que j'ai redécouvert l'écriture grâce à cette personne où on a fait de l'écriture collective autour d'une table, un atelier d'écriture dans le cadre de l'écriture d'un scénario pour la fermeture de l'hôpital à l'époque où je travaillais. Mhm. Alors là, c'est plus axé sur le scénario à des fins de film ou d'histoire filmée, mais en fait, ça peut s'appliquer vraiment à l'écriture au sens général. Et d'ailleurs, tout film, c'est à la base un projet écrit. Tout à fait. Puis toi comme moi, on a une écriture qui est quand même, comme tu l'as dit tout à l'heure, très visuelle. Donc je pense qu'on fonctionne beaucoup. Je pense que toi, c'est pareil. Moi, quand j'écris une scène, je la vois. Et, je décris ce que je vois, oui. Exactement. Et puis dans le jeu de scène des personnages, on les voit faire. Donc je pense que c'est particulièrement adapté à nos manières de construire et d'écrire. Du coup, scénario, alors on retombe sur ce que tu décrivais comme une Bible. En tout cas, L'anatomie du scénario de John Truby. C'est toujours celui-là qui revient quand on parle avec des auteurs et qu'on essaye de formaliser un petit peu les choses. Celui-là donc est traduit en français chez Michel Lafon. Mais ça reprend finalement les mêmes thématiques expliquées un petit peu différemment, sous un autre angle de vue, de l'arc narratif, de la structure en 3 actes ou en 4 actes, ce genre de choses, et de pourquoi on aime lire les histoires. Alors ça a l'air d'être un gros pavé, mais en fait c'est un livre de référence. Bien sûr, on peut y retourner pour voir. On peut feuilleter, puis picorer, j'imagine. Et puis très récemment, j'ai découvert un livre de Christophe Lambert chez les éditions Argile, Comment écrire de la fiction. Alors c'est une série, Comment écrire de la fiction. Et ce tome-là, c'est le chapitre 3, c'est La charpente du récit. Et encore une fois, c'est cette idée développée chez John Truby, chez Vogler, de l'arc narratif, de la structure, de l'évolution des personnages, mais avec beaucoup, beaucoup d'exemples très commun de films, de livres que tout le monde a lus à peu près. Et ça permet d'accrocher ce qui est décrit de manière un peu théorique, d'un point de vue très pratique. Puis il est très court, il est en français, il est vraiment très bien fait. Celui-là, je le conseille à tout le monde, vraiment. Mais c'est vrai que finalement, on a besoin d'une bonne structure. Si l'histoire est réussie, c'est parce qu'il y a une structure qui tient la route et qui tient la route en se faisant oublier, je pense. Parce qu'après, tu rajoutes toute l'émotion, toute la mécanique qui est derrière. Oui, voilà, mais finalement, ce qui va faire une bonne histoire, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, on n'a rien inventé et de tout temps, tout a déjà été écrit. Oui. Tout a déjà été écrit et tout a déjà été structuré un petit peu de la même manière, en effet, je pense. Et puis, après, tout l'art de l'écriture et du roman réussi, ça consiste à quand même utiliser ces recettes et puis les mettre à notre sauce pour que d'une part on ne voit pas les grosses ficelles et qu'on arrive quand même à être surpris, même si dans l'inconscient du lecteur il connaît tout aussi bien que l'auteur qui a lu ces bouquins-là la structure. Encore une fois, l'idée de base, c'est vraiment que l'être humain, on est comme ça, on se raconte des histoires depuis la nuit des temps, et donc on a une façon de la raconter qui est à peu près établie maintenant depuis plus de 2000 ans. Ce qui fait que même si on ne croit pas à ces choses-là, la construction de l'histoire, la structure narrative, tu peux prendre n'importe lequel de ces bouquins, et notamment celui-là, Comment écrire de la fiction, voir La charpente du récit, prendre un texte au hasard,
ou une histoire, Oui. un Disney, un Star Wars, donc là on est dans le genre, mais même dans la littérature blanche, tu peux trouver ça. Et identifier les moments que l'auteur là identifie dans la structure narrative et voir qu'en fait c'est construit pareil. Donc même dans la littérature blanche, ça va fonctionner. Et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est que moi, ça m'a aidé à apprendre l'artisanat de ce que j'aime faire, d'écrire mes histoires. Après, Oui, il y a mais différentes façons de l'aborder, mais voilà. Puis ça fait aussi, encore une fois, un squelette auquel se rattacher. Et c'est un petit peu la condition sine qua non où tu dois maîtriser à peu près ces bases-là, je pense, sans quoi ton histoire, tu as employé le terme, je crois, bancal tout à l'heure, et c'est un peu ça. Il faut que ton histoire, elle soit bancale, qu'elle soit pas bancale, qu'elle soit équilibrée, qu'elle tienne debout du début à la fin. Et puis une fois que ça, c'est solide, dessus, tu rajoutes ce qui fait que elle va se différencier des autres. Oui. Donc, alors ça inclut dans ton processus un travail de réécriture finalement, ou est-ce que tu écris en 2 fois, en 2 phases? Non, pourquoi? Parce que tu dis que tu poses de l'intrigue et par-dessus tu poses des choses. Puis, Non, mais parce que comment dire, je séquence les choses, mais non, dans mon processus, je pense que tout se fait plus ou moins en même temps. Mais après, c'est parce que j'essaye d'analyser la manière dont on construit et dont sans doute je construis. Mais comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai pas lu tout ça, et je pense que j'ai un côté très intuitif dans la construction de mes histoires, qui est aussi, et puis comme on disait, je suis lectrice, donc finalement j'ai aussi appris en m'imprégnant de mes lectures et de ces multiples romans qui en effet sont toujours construits un petit peu de la même manière, même si je nuancerais ce que tu disais par rapport à la littérature blanche, parce que je pense que c'est moins net sur la littérature blanche, en l'occurrence, que sur la littérature de genre. Je pense que la littérature blanche, à mon sens, elle est justement dans une forme très mouvante et qui ne répond pas à une structure scénaristique, il me semble. Enfin, après, on peut toujours trouver des contre-exemples, hein, mais même si on va avoir... C'est presque au niveau, je dirais, voilà, des personnages et des enjeux, mais sur l'intrigue elle-même, en littérature blanche, on est sur quelque chose de plus libre, il me semble. C'est un avis que je partage pas. D'accord. Un autre épisode? De toute façon, je pense qu'il faut qu'on fasse un épisode sur la structure des récits. Oui. Parce qu'à côté de ça et de ce qu'on vient d'aborder, il y a plein de façons de voir et plein d'angles pour voir cette structure narrative et pour l'expliquer. Et ça peut être intéressant de voir comment on construit les choses. Peut-être même qu'on s'amusera à décortiquer l'un de nos livres pour s'y confronter, pour voir si ça colle ou pas. C'est une bonne idée. Oui, oui, tout à fait. On arrive. Oui, On a c'est pour ça que je te regarde avec des grands yeux en me disant où est-ce qu'on en est, parce que... On va être obligé de plier l'épisode maintenant. Plions. Peut-être qu'on réabordera ce sujet, puisqu'on n'a pas été dans le détail. C'est nos vies, le processus d'écriture. Absolument. Donc c'est compliqué de résumer ça en 30 minutes. Merci d'avoir partagé ça. Merci à toi, merci à tous nos auditeurs d'avoir suivi notre épisode. On vous mettra dans les notes du podcast références des bouquins, oui. les références des bouquins. Et puis n'hésitez pas, comme toujours, à commenter, à nous envoyer vos avis, vos questions, à partager sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Abonnez-vous. Mettez le pouce sur YouTube, ça nous aide beaucoup à être découverts sur les plateformes. Et puis à dans 15 jours. Avec plaisir, à dans 15 jours.